messieurs, bonjour. David, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc cet après-midi, nous accueillons sur le site du SDIS 63 au niveau de notre centre de formation. Et vous allez assister cet après-midi à une démonstration de secours routier. Il y en aura deux, l'une à la suite de l'autre. Cette démonstration de secours routier, elle vient s'inscrire dans notre organisation qui fait que cette année, nous allons participer au Challenge national. Le Challenge national, il a été créé en 2016 en France, à La Rochelle. Et au départ, il n'y avait que 10 équipes d'inscrites. Pour le SDIS 63, donc, au niveau du Challenge national, l'objectif, c'est d'améliorer nos techniques de prise en charge des victimes d'accidentés de la route, de créer une dynamique de partage. Donc, on s'est totalement inscrit dans cette dynamique-là depuis le début, échanger avec nos collègues, que ce soit des autres SDIS ou nos partenaires. Donc pour nous, l'équipe du Challenge, la Team SR, elle a été créée en 2019. C'était une idée un peu folle. On s'était lancé un petit défi, on s'est dit pourquoi pas y aller, on est capable de faire ce que font les autres, et puis on est parti là-dessus. Donc notre première participation, ça a été à Nice en 2022. Ensuite, on a été sur Limoges en 2023, Chantilly en 2024, et en 2025, on est parti sur Châteauroux. Châteauroux, l'équipe s'est classée en 6e position. C'était un objectif qui était pas mal. On espère réitérer la même chose cette année en Bretagne, du 8 au 12 juin, pour finaliser un petit peu ce qui a été construit jusqu'à maintenant. L'objectif de ce challenge, au-delà de l'objectif national de participer à une compétition, c'est pour nous, au niveau du SDIS 63, de pouvoir créer une dynamique de formation de nos agents pour effectivement prendre plus facilement en charge et mieux nos victimes d'accidentés de la route. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit simplement par, sur une fois par trimestre, nos agents de la Team SR viennent participer sur une journée à des techniques spécifiques qui leur sont fixées. Et derrière, ils viennent écrire avec un groupe de travail les techniques pour les détailler. Ces fiches-là, elles sont réutilisées par nos personnels par la suite pour faire les formations, nos forts de fort qui utilisent ça. Et l'objectif, c'est de pouvoir découler jusqu'au bout du territoire la prise en charge de nos victimes d'accidentés de la route. Tu veux rajouter quelque chose, David ? Non, juste dire que ça nous a permis aussi de pouvoir développer un certain nombre de matériel qui... Tout à fait. Alors, sur nos matériels, l'objectif de la team, ça a été aussi ça, c'est de développer du matériel, de travailler avec des partenaires qui sont nouveaux, qu'on ne connaissait pas forcément avant, et de faire évoluer notre matériel de césarisation ou de désincarcération. On a également la même dynamique avec la prise en charge pour l'extraction. Donc là aussi, on travaille sur des techniques un peu spécifiques pour pouvoir extraire nos victimes sur les accidents de la route. Ça, et donc du coup, là, cet après-midi, donc du coup, c'était aussi pour nous entraîner, nous préparer à ce challenge national. Et je crois que vous allez découvrir ce cas cet après-midi. Donc il va y avoir donc l'équipe. On a prévu de faire passer l'équipe type. C'est vrai que ça fait 6 mois qu'on s'entraîne pour préparer ce challenge. Et aujourd'hui, c'est un peu l'examen blanc. Donc je vais vous présenter l'équipe qui va passer et l'équipe qui va concourir et représenter le Puy-de-Dôme sur le prochain challenge. Donc on a en capitaine Carlos da Silva, les techniciens. On a 3 techniciens, donc Geoffrey Guyard qui est SPV à Chamalières, Paul Rennes qui est SPV à Quinhat. On a aussi Brice Lolive qui est SPP à Cournon. Et puis 2 médics, donc Stéphanie Ducoin qui est à 50% sur la formation et 50% sur le CS de Chamalières et qui est aussi SPP. Et Marine Van Meilen qui est elle aussi est volontaire à Roncine et Chamalières. On peut revenir en attendant qu'ils arrivent sur le parcours de chacun. Oui, donc Carlos, en fait, qui est notre capitaine d'équipe aujourd'hui, était un des premiers participants à la Team SR. Il était notre Médic 2. Médic 2, oui. Médic 2. Concernant Geoffrey, pareil, il est là depuis le début. Depuis le début, et toujours à la même position, du tech. Derrière, on avait Paul. Paul était notre remplaçant officiel. Il n'est jamais rentré sur l'équipe type. Comme Brice au départ, qui lui après a développé l'équipe SUAP. C'était un de ses choix. Il a voulu développer une équipe SUAP qu'on a pérennisée. Donc cette année, on aurait effectivement une équipe SUAP. Et ensuite, on va retrouver donc Stéphanie et Marine. Donc Stéphanie est arrivée sur le challenge à Limoges. C'est ça. Et Marine est arrivée sur le challenge l'année dernière. Ouais. Voilà. Donc toutes les deux concourent sur les deux épreuves du challenge, à savoir sur le secours routier et sur la partie SUAP secours à personne. C'est ça. Et elles alternent un coup. Donc là, sur ce cas que vous allez voir cet après-midi, c'est Stéphanie qui sera Médic 1. Et donc elle aura pour l'aider donc Marine.
Et quand elles sont en SUAP, elles ont inversé les rôles. Donc là, il y a un temps de préparation. On les a vus tout de suite à l'image. Ils se préparent et vous allez voir que tout va s'enchaîner assez rapidement. Le capitaine va rentrer et il y a ce qu'on appelle la première approche. Vous allez pouvoir repérer. Donc nous, on ne parlera pas. On va laisser notre capitaine commenter et du coup, lui va faire cette approche. C'est ce qu'on appelle, nous, le 360. Donc vous voyez, ils vont démarrer et du coup, l'idée, ça va être de leur laisser la parole. 2 VL, une VL bleue, instable, sur une VL rouge, instable aussi. Un tronc d'arbre, instable. Reçu, prends compte pour le tronc d'arbre. Une victime à l'intérieur, Brice. Écoulement de liquide, Reçu, Geoffrey. écoulement de liquide au sol. Je sais pas ce que je fais là. Non, je sais pas ce que je fais là. Je crois pas. Je sais pas ce que je fais là. Je crois pas. Je sais pas trop ce que je fais là. VL instable, VL rouge, sur le bloc béton aussi. Je crois pas. Je comprends Câble pas. électrique Je sais en pas ce que dessous. je fais là. Reçu, prends compte le câble électrique. Je comprends pas. Allez, stabilisation, immobilisation des véhicules. Je sais pas. Brice, sais t'en as pas. combien dedans? Demande-lui combien ils sont. Vous allez voir que le capitaine a fait son tour son approche en 360. Il est là pour faire la soustraction des dangers s'il en voit. On a pu écouter qu'il en avait vu un, notamment un câble électrique. Donc tout ça fait partie de cette approche. Et tout de suite, il avait vu une victime et il a mis un technicien au contact de la victime pour avoir une première situation. Derrière, on peut apercevoir Stéphanie qui, elle, commence à faire ses premiers traitements de victimes. Donc son objectif, c'est vraiment de prendre en compte les victimes qui sont dans les voitures. Il peut y en avoir une. Et sur le challenge, ça peut aller jusqu'à 3 victimes. Non. En complément sur ce que vient de dire David, vous avez 2 personnes qui apparaissent à l'écran, qui suivent en permanence notre équipe. Ce sont 2 juges nationaux, Max qui vient du SDIS 78 Et Chapi qui et vient du Var. Chapi qui vient du Gard. Du Gard, pardon. Ouais. C'est 2 personnes qu'on a invitées, qui ont bien voulu venir nous aider à préparer notre équipe. Il y a un objectif dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on fait les entraînements le soir, on est essentiellement en auto-évaluation, on s'entraîne, nous, en tant que juges, pour les suivre, mais l'équipe n'a pas de réel regard extérieur. Et on s'est rendu compte, en fait, que, pour reprendre une expression qu'on avait souvent avec David, c'est qu'au challenge, quand ils ont fini la compétition, ils sont passés dans la lessiveuse. C'est ça, Ils c'est sortent, vraiment une machine à laver. Ils sont rincés, ils sont fatigués, moralement, physiquement. Et en fait, on ne retrouve pas du tout cet aspect-là sur nos entraînements le soir. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'était de faire 3 manipulations dans la journée, C'est ça. leur mettre un petit peu de stress avec la présence de 2 juges, la présence de caméras également, comme le jour du challenge, et de les mettre dans cette situation de stress avec une situation un petit peu de fatigue un petit peu plus importante avec les 3 manœuvres dans la journée, pour qu'on puisse retrouver un peu cet aspect-là du challenge. Et là, c'est vrai qu'on peut voir que les médics, encore une fois, font le tour. Mais pour pouvoir rentrer dans le véhicule, on s'aperçoit qu'il faut d'abord stabiliser le véhicule. Et ça fait partie des axes d'amélioration qu'on devait avoir, nous, sur le challenge 2026, parce que nos techniciens, vous voyez, les véhicules, ils sont vraiment ils sont mis de manière instable. Et c'est exactement ce type de cas que nous allons retrouver sur le challenge national. Donc là, il faut vraiment qu'ils performent sur la stabilisation. Et donc, c'est ce qui s'œuvre tout de suite. Parce que là, vraiment, ils ont 2 VL qui sont instables. Et même si, je ne sais pas si tu veux parler un peu du cas. Alors, on va parler du cas. Vous avez un chrono qui s'affiche en bas. En fait, notre équipe, surtout, elle passe 2 épreuves pendant le challenge. Les 2 épreuves durent 25 minutes. Par contre, dans cette épreuve de 25 minutes, vient se cacher une autre épreuve, en fait, on peut le dire comme ça. Oui. C'est qu'en fonction de la situation, ils doivent nous sortir la victime. Donc là, on est sur une prise de décision rapide. Il y a une seule victime. On peut avoir une situation de triage. Et après, on aura une situation d'incarcération complexe. En fait, en fonction de la situation, ils ont un temps donné pour sortir la victime.
Donc là, le cas présent, on a une victime qui a une fracture en escalier au niveau du rachis. Oui, c'est ça. Donc on est sur une situation où on doit sortir la victime en moins de 12 minutes. Donc c'est une victime qui sera classée critique. Donc très rapidement, de toute façon, on voit que les deux casques verts sont nos deux médics qui sont déjà, même si elles ne sont pas encore au contact de la victime, par juste du questionnement, ils peuvent déjà évaluer si la victime saigne ou pas. Donc là, on met vraiment en place depuis plusieurs années, depuis 2022, on met en place le bilan XABCD. Donc là, du coup, rapidement, les deux premiers, on peut le savoir. Voilà, si la victime saigne, de manière externe, on va pouvoir poser des questions à la victime, savoir si elle a des écoulements sur elle ou autre. Et si la victime nous répond, déjà, on sait qu'elle ventile. Maintenant, la deuxième étape, et ça va faire partie du questionnement de Marine ou de Stéphie, ça sera de savoir comment elle ventile, comment elle respire, et essayer de repérer s'il y a des signes de détresse circulatoire. Donc là, tout de suite, le capitaine a réuni ses équipiers et il est en train de faire le SMES. Le confort sera par l'axe arrière, c'est-à-dire qu'on va faire une ouverture du haillon et on verra pour écraser la banquette. Ok. Donc là, on commence déjà par ouvrir le haillon. On filme tu filmes le verre et vous préparez avec la plateforme pour faire une ouverture du haillon. Ok. Et tu filmes, voilà, et tu essaies de passer par dedans. La situation, il vient de donner ses ordres, donc chacun sait ce qu'il a à faire. Lui, il va prendre du recul par rapport à la manœuvre, il va faire un petit peu un point de situation avec ses deux médics, et lui va se remettre dans une position un petit peu reculée. Il est là, il fait confiance à ses équipes, ils sont entraînés pour, ils sont formés pour. Donc d'une fois qu'il a donné ses ordres, il se met en recul. Pour revenir à tout à l'heure, donc là ils vont avoir 12 minutes grosso modo pour sortir la victime. Dans le cadre du challenge, au bout de ces 12 minutes, s'ils n'ont pas sorti la victime, en fait c'est des pénalités. Et donc ils perdront des points. Alors au-delà de cette compétition, c'est vrai que derrière, il faut quand même qu'on mette la victime au milieu du débat. Et c'est vrai que si on n'entraîne pas nos secouristes à sortir les victimes très rapidement, souvent l'équipe médicale nous le dit, les médecins du SMUR nous le disent rapidement, il faut la sortir parce que la victime saigne à l'intérieur et ça, nous, on ne peut pas trop l'évaluer. Donc il faut qu'on puisse s'entraîner à les sortir rapidement de manière à pouvoir leur donner le plus de chances de survie possible. Donc là, vous allez avoir les médics. J'avais. Ok. Donc je confirme, je ne vois pas d'hémorragie. Je vais baisser les sièges ici. Hop, je vous mets l'oxygène. 15 litres minutes. Ok. Très bien. Donc la victime, c'est la victime est protégée. Hein. Victime est protégée. Attention. Brise vite. Ok. Brise vite, ok. Brise vite, ok. Ok, donc est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux pour moi? Ouvrir la bouche, pardon, pour moi. Hop, ok, super. Je ne vois pas de corps étranger d'innocent dans les voies aériennes supérieures. Est-ce que vous avez des difficultés à respirer, monsieur? Non. Je n'ai pas de gêne à la respiration, je ne vois pas de traumatisme de la face. Est-ce que vous avez une douleur ici? Non? Est-ce que vous avez des douleurs? Non? Ok, bougez pas la tête. Hein. Je ne vois pas de traumatisme de la face, ni de plaie, ni de contusion, ni de traumatisme de la voie du rachis cervical. J'ai un thorax qui est stable. Je n'ai pas de membre coincé. Par contre, j'ai une... il bouge pas les membres, hein, on est d'accord. Hein. Pas de membre coincé. Vous pouvez bouger là? Vous me touchez là? Je sens rien. Il faut juste que tu m'avances. Il faut que tu m'avances le siège devant, s'il te plaît. Super. Ok, donc, j'ai un thorax qui est stable. Une ventilation comprise entre 12 et 20 mouvements. Efficace, ample, régulière, symétrique, silencieuse. C'est bizarre, je sens rien. On s'occupe de vous, monsieur. On a toute une équipe tout autour qui travaille pour vous sortir au plus vite, d'accord? Je comprends rien. Donc là, on a vu effectivement ce que disait David tout à l'heure, notre film plastique, tout le vitrage est resté collé dessus, on n'a pas de vitrage ou très très peu qui tombe à l'intérieur, on limite le risque de blessure pour nos agents et pour les victimes, on n'a pas des bouts de verre qui traînent partout par terre, c'est des choses qu'on a vécues pendant des années et aujourd'hui, effectivement, on se sert du challenge pour faire évoluer nos techniques et celle-ci en fait partie. Et là, on a pu voir que un des équipiers a sorti une bouteille de gaz du véhicule. Ça aussi, ça fait partie des dangers qui peuvent être, entre guillemets, cachés par nos concepteurs de cas.
Et ça aussi, ça les entraîne à faire ce qu'on appelle aussi, tout à l'heure on a vu un 360, donc c'est une reconnaissance qui se passe à l'extérieur, mais il y a aussi un 360, une reconnaissance à l'intérieur qui est hyper importante. C'est-à-dire que par le questionnement, on va pouvoir savoir si la victime transporte des matières dangereuses ou là, justement, une bouteille de gaz. Alors, à prime abord, comme ça peut être pas dangereux, mais c'est des choses qu'il va falloir qu'on évacue et qu'on mette en sécurité. Pour rebondir, après derrière, on a déjà vu qu'on avait un technicien qui était rentré à l'intérieur pour faire de la gestion au niveau des sièges. Dans le cas présent, le commandeur a annoncé tout à l'heure pendant son SMES 2 plans, un plan d'urgence et un plan confort. Alors là, dans l'espace tout de suite, ce que vous pouvez voir de l'intérieur avec la caméra qui est à l'intérieur du véhicule, vous avez les 2 médics à l'intérieur, vous avez un technicien à l'intérieur plus la victime. On est déjà à 4 personnes dans le véhicule, dont une qui reste assise, qui est notre passager en fait. Et par contre, vous avez 3 personnes qui sont en train de commencer à travailler autour d'elle. Et là aussi, on peut voir que le technicien, donc il y a les 2 médics qui s'occupent de la victime, mais le technicien qui est à l'intérieur, lui, sa mission qui lui a été donnée, c'est de rentrer dans le coffre pour pouvoir crocheter le coffre de l'intérieur de manière à ouvrir le coffre sans outils. C'est-à-dire qu'il y a un système que Renault a mis en place et a généralisé sur l'ensemble de ses véhicules. C'est un système de déverrouillage du coffre de l'intérieur. Et là, normalement, si tout se passe bien, il devrait pouvoir nous ouvrir ce coffre, ce que j'espère. Ce que nous espérons, en espérant qu'on n'est pas sur un haillon électrique et qui bloque le système. Tout à l'heure, on a parlé des plans confort et des plans d'urgence. On sait que le plan d'urgence que Carlos a dû annoncer, je pense que c'était par une sortie par le pare-brise, c'est pour ça qu'ils l'ont cassé. Je pense que l'ouverture du coffre n'a pas pu se réaliser puisqu'ils sont déjà en train d'anticiper une deuxième technique, ça sera d'ouvrir ce coffre à l'aide de l'écarteur. Donc c'est une technique qui sera un peu plus longue, c'est sûr, mais qui finalement on n'a pas le choix et je pense qu'il faut qu'il puisse ne pas s'attarder, mais je pense que le technicien reste aussi à l'intérieur pour continuer à lutter le coffre. Vous avez remarqué, nous on travaille essentiellement là sur des véhicules Renault. C'est pas anodin, on a une convention avec Renault SA pour du fourniturage de véhicules, que ce soit des véhicules qui soient passés au crash test ou des véhicules qui est servi pour faire des essais. Pardon. Ces véhicules nous sont mis à disposition pour pouvoir travailler sur des véhicules de dernière génération. Quand on a commencé le challenge, on en parlait tout à l'heure avec David, pour notre équipe, on a commencé nous à travailler sur des véhicules qui étaient de 205, des Saxo, qui étaient des véhicules dits d'ancienne génération. Et en fait, quand on est arrivé pour la première fois au challenge, alors tu étais bien placé puisque tu étais capitaine de l'équipe à cette époque, David. Donc tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Avec des matériaux à haute résistance. Et là, on s'aperçoit que finalement, en termes de stratégie, nous, à l'époque, on ouvrait un coffre rapidement. Sauf que là, les coffres sont très difficiles à ouvrir. Les portes elles-mêmes sont très difficiles à ouvrir. Et on s'aperçoit que tous les montants, maintenant, sont pratiquement incoupables. Et là, d'autant plus, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais on a un véhicule qui est doté d'un toit panoramique. Donc là aussi, c'est un verre qui est en polycarbonate et du coup qui est 600 fois plus résistant que du verre qu'on retrouve sur du pare-brise. Donc c'est quelque chose qu'on sait qui ne peut pas se couper facilement. Par contre, ça reste un danger qu'il faut identifier. Donc là, on voit qu'ils sont en train d'essayer d'ouvrir le coffre à l'aide d'un écarteur en passant par le phare. Donc là, c'est un outil qui reste puissant mais à la fois très lourd. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se mettent à deux pour essayer d'ouvrir ce coffre. Donc là, on voit toujours nos 2 médics à l'intérieur qui sont toujours au contact de notre victime. Il n'y a pas que la partie bilan à faire. En fait, là, nos 2 médics établissent un lien avec la victime. Ce lien il est très important et ça permet de rassurer la victime, lui expliquer un petit peu ce qui se passe autour d'elle, lui expliquer comment va se passer la suite de l'intervention. Et cette relation est très très importante. Alors c'est vrai que je suis peut-être passé un peu vite tout à l'heure quand on parlait des plans d'urgence et des plans confort. Nous, c'est un petit peu notre jargon, donc juste pour expliquer, idéalement, on part toujours sur le plan confort. Le plan confort, c'est ce que nous demande le médic 1 en nous disant, voilà, nous, la victime, elle est dans cet état-là, ce qu'il faudrait, c'est la sortir dans l'axe le plus vite possible. Alors, on peut voir que notre collègue vient de réussir à crocheter le coffre, et donc du coup, il est déjà en train de travailler sur les banquettes arrière. Et donc le plan confort, voilà, c'est de sortir la victime dans l'axe en toute sécurité.
mais toujours se garder un plan d'urgence ou un plan B, comme on pourrait l'appeler. On se dit, mais si la victime se dégrade, il nous faut la sortir rapidement, dans les moins de 2 minutes. Et là, on n'a pas le choix que de suivre les instructions du médic. Donc c'est pour ça que Carlos a dû avoir son plan d'urgence de prévu déjà. Donc là, on a une seule victime, on croise les doigts, ils vont arriver à la sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, nous, on n'a pas sorti de victime sur le challenge, ce qui n'empêche pas de marquer des points, d'être pas trop mal classé, mais sur 25 minutes, pour l'équipe, c'est très frustrant de ne pas sortir de victime. Donc là, on croise les doigts, il reste 10 minutes, on espère qu'ils vont pouvoir sortir. Ouais, c'est vrai que sur la notation des médics, ils sont notés, finalement, il y a 50% des points qui sont notés sur le bilan de la victime. Donc ce nouveau bilan, il faut que le bilan soit vraiment complet, de manière à pouvoir restituer ces messages au niveau donc, du SAMU, de manière à être transporté rapidement dans un trauma center. Et donc là, c'est pratiquement 50% des points. Et il faut savoir que dans le Puy-de-Dôme, on a quand même une équipe SUAP qui est très performante, puisque grâce à ça, même comme tu le disais Thierry, même si on ne sort pas les victimes, on arrive quand même malgré tout à marquer des points. Et parce qu'on prend en charge cette victime en toute sécurité, eh ben on peut se permettre de gagner des points. On est très empathique vis-à-vis de la victime, ce qui est tout à fait normal. Il faut savoir qu'une victime qui a pris comme ça un choc, entre les airbags qui ont cassé de partout, un véhicule comme ce véhicule-là, c'est un véhicule Rafale, il y a, je ne sais pas, peut-être au moins 8 à 10 airbags de partout à l'intérieur. Donc quand ça claque, ça fait énormément de bruit et on se retrouve avec des victimes qui sont complètement désorientées. Donc là, on ne l'a pas vu faire Carlos tout à l'heure quand il est rentré. On lui a donné une FAD, ce qu'on appelle une fiche d'aide à la décision, qui reprend tous les éléments qui constituent le véhicule, que ce soit les points d'énergie, tout ce qui est pack batterie, ce genre de choses, et également tout ce qui est renfort. Et on aura également tous les emplacements de tout ce qui est airbag. Et du coup, cette FAD, c'est une fiche c'est une aide à la décision, et ça va lui permettre de pouvoir justifier son plan, sa stratégie, en fonction donc, de ce qu'il a pu voir. Donc là, on voit qu'il y a un travail qui est fait sur les dossiers. Il faut se rappeler que la victime est juste, donc c'est passager arrière droit. Donc là, on a un outil qui est juste à côté de la victime. Donc à l'intérieur, on a des petites protections PVC que l'on va mettre entre l'outil et la victime, de manière à bien protéger. On va compléter cette protection pour protéger notre victime avec ce qu'on appelle nous un demi-plan dur en bois. Vous avez le même qui est posé au sol, qui est un plan dur complet. Donc là, ça veut dire que le commandeur a déjà préparé sa sortie de victime. Donc là, elle est prête à sortir. Là, je pense que vraiment la sortie de la victime. Voilà, sans spoiler un petit peu, je pense qu'on est parti sur une extraction dans l'axe, donc avec l'aide du demi-plan dur, et peut-être l'utilisation d'un bois pour sortir dans l'axe à voir. À voir. Donc ça, c'est les médics. Ah si, je peux le voir. Le bois, c'était un bandeau que l'on met autour du cou de la victime et dont les deux extrémités seront tirées par les équipiers qui sont à l'extérieur. Et donc la victime sera solidarisée avec le demi-plan dur et le bois, et ainsi tirée jusqu'au plan dur. On le voit, il a la fiche à la main. Ouais, donc vous voyez cette fiche qu'il a à la main, c'est la fiche d'aide à la décision, donc qui est dédiée au véhicule Rafale. Donc Renault est précurseur aussi par rapport à ça. On a même sur certains véhicules nouvelle génération des petits QR codes qui sont apposés sur le pare-brise. Et nous, ça nous permet, avec une tablette que les chaînes de commandement ont ou des téléphones, de flasher ce QR code. Et on tombe directement sur cette fiche d'aide à la décision qui va permettre au chef d'agré d'avoir une bonne stratégie pour extraire les victimes. Donc là, cette technique qu'il est en train de faire, c'est ce que nous on appelle du cross-ramming. On reforme un peu le véhicule, où là on est en train de créer plutôt un tunnel d'extraction. Donc avec l'écarteur, il met en appui son outil sur le pavillon du véhicule, et l'autre va venir écraser la banquette. Et là, vous allez créer ce fameux tunnel d'extraction où on va pouvoir engager ce plan dur et apposer la victime directement dessus. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de partir sur des actions qui soient rapides. On ne part plus sur ce qu'on appelait nous des désincarcérations qui étaient longues, tomber un pavillon, en sachant qu'aujourd'hui, on ne peut quasiment plus couper les montants, puisqu'on est renforcé. Là, on a du polycarbonate au niveau du toit. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de redonner une forme au véhicule, de créer ce tunnel d'extraction. Il ne faut pas beaucoup de place. Là, on va voir, il faut l'espace pour sortir une victime, tout simplement.
Ouais, et là, je pense que tout est pratiquement mis en place. Je pense que dans très peu de secondes, le commandeur va ordonner à ses équipiers de passer en nitril, c'est-à-dire qu'ils vont enlever leur gant de travail pour pouvoir passer en aide aux médics, en aide à l'extraction. Donc ouais, je pense que déjà le plan dur est déjà dans l'axe de la victime. Et apparemment, ça devrait être bon. Donc les victimes sont évaluées avant l'extraction et juste après l'extraction. Donc là, quoi qu'il arrive, avant d'extraire une victime, on va s'assurer si la victime a une bonne motricité ou si tout du moins elle n'a pas perdu de motricité par rapport à une immobilisation qui a pu être faite. Et là, la protection du rachis est vraiment primordiale. Donc je pense que les équipiers là, sont en train de se préparer pour procéder à l'extraction qui devrait avoir lieu dans les moins de 2 minutes. Donc là, ce qu'il faut savoir pendant le challenge, on l'a évoqué tout à l'heure, mais le médic 1 est évalué, le médic 2 est évalué sur la technique, sur son bilan. Chaque technicien rapporte des points et ils sont également évalués. Donc le jour du challenge, en fait, on a 3-4 juges qui tournent autour. La victime est équipée d'une oreillette, donc le juge à distance peut lui dire ce qu'elle doit faire. Si elle doit crier, pas crier, dire si elle a mal quelque part ou pas. Et elle a même un micro de manière à pouvoir aussi entendre ce que va lui dire le médic, et notamment pour cette fameuse évaluation du bilan. Donc là, vous avez pu voir que les techniciens sont passés donc, en gants nitril. Donc là, on est passé en mode SAP, et l'objectif, ça va être d'extraire cette victime. Donc on voit qu'il y a un équipier, par contre, qui continue et qui assure, qui part faire la sécurité. La sécurité, c'est un des points essentiels au niveau de notre évaluation, mais même au niveau de nos interventions, que ce soit des équipements de protection individuelle ou collective. Ça reste l'objectif primordial. Notre commandeur, notre capitaine est évalué là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il doit reprendre ses équipiers s'ils n'ont pas les lunettes, s'ils n'ont pas la visière, s'ils n'ont pas les gants. Il est surtout aussi évalué sur sa manière de manager. C'est vrai que Carlos a ça pour lui. C'est quelqu'un de très très calme, posé. Il n'a pas besoin d'en faire ou d'en dire trop pour se faire comprendre. Il est juste là pour s'assurer si les gars ont bien compris sa technique. Et là, on peut voir que l'extraction est en train d'être réalisée. Donc en règle générale, c'est la médic qui gère l'extraction de l'intérieur. Et puis quand elle n'a plus vision sur la victime, ça va être le commandeur qui va prendre le relais. Donc là, effectivement, on aura de la pénalité. On aurait dû la sortir en 12 minutes. Mais voilà, c'est vrai que pour eux, soit ils sont partis sur le confort. Si vraiment cette victime était critique, eh ben, il aurait peut-être mieux valu prioriser ce plan d'urgence. Et donc perdre moins de temps. Mais ça, c'est des réflexions et le commandeur et le capitaine n'a très très peu de temps pour évaluer cette situation et se dire, ben voilà, est-ce que je la sors d'urgence ou pas? D'où la communication entre les médics et le... Tout à fait. Après, derrière, ça permet aussi à l'équipe de... elle va perdre des points, elle perdra des points sur de la pénalité. Elle en gagnera peut-être sur tout ce qui est sécurité. C'est comment on a assuré la sécurité, comment on a assisté notre victime jusqu'au bout. Et en fait, l'un dans l'autre, on va pouvoir compenser le nombre de points perdus. Donc on voit que le bois, donc je vous parlais, ben voilà, c'est un boudin de tissu qui est entouré autour du cou et qui passe sous les aisselles de la victime. Ce bois-là, il est finalement là pour tenir la tête dans l'axe, mais ça vient en complément du collier cervical qui a été posé au préalable. Donc c'est juste une aide à l'extraction, notamment sur des tunnels d'extraction. Donc là, on voit que les gars sont déjà dans l'auto-évaluation, ils regardent ce qu'ils ont bien fait, mal fait, quel sera le coup d'après. Ils sont quand même déjà contents de leur travail, ce qui est bien. Il faut pouvoir toujours se réévaluer. Donc là, on a une réévaluation par le médic, oui, qui va transmettre son bilan par la suite aux deux juges. Mais on a une réévaluation, et la réévaluation alors ça prend pas longtemps, mais le fait de sortir la victime le plus rapidement possible permet de refaire une réévaluation de l'état de la victime, et ça compte des points en plus. C'est ça. Et à savoir que même quand ta victime est sortie donc dans les 25 minutes, et quoi qu'il arrive, les juges attendent que la réévaluation de la victime. Donc encore une fois, on reparle du bilan de la victime, on remet encore la victime au centre du débat et au centre de cette intervention, puisque est-ce qu'en fonction de cette réévaluation, puisque l'état de la victime a pu s'aggraver entre l'intérieur et l'extérieur,
et de manière à réévaluer et à envoyer la victime dans le premier trauma center le plus rapidement possible. Donc il y a une vidéo qui existe, qui a été faite par Renaud et le 678. Ouais. On en parlait également tout à l'heure. C'est toutes les minutes comptent. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et en fait, dans cette vidéo, il est expliqué très simplement qu'en fait, plus tôt la victime est sortie du véhicule, et plus tôt elle part sur un trauma center. Et l'idée, c'est vraiment de gagner du temps pour cette victime. Donc là, on voit quand même que les gars sont très éprouvés. Ça paraît rien, mais le fait de courir de partout, d'être le plus efficace possible, là on voit Marine qui est en train de retransmettre son message au niveau des évaluateurs. Mais voilà, ils sont vraiment à ça de pouvoir évaluer leur travail. L'auto-évaluation, c'est une évaluation qui est constante. On le disait tout à l'heure aussi, que ce soit en formation ou même en intervention, l'auto-évaluation reste primordiale. On est toujours obligé de réévaluer, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce que l'on pourrait faire de mieux la prochaine fois. Tout à fait. Ça permet de construire, alors c'est une remise en question, hein, mais ça fait partie du travail. Donc là, de toute façon, voilà, là, l'esprit d'équipe est primordial pour pouvoir aller à notre challenge. Ça fera faire notre 5e année. C'est ce qui fait notre force. On est reconnu aussi pour ça dans le Puy-de-Dôme, pour avoir cette solidarité dans au sein de l'équipe. Tout à fait. C'est, la motivation de l'équipe est souvent mise en avant. Oui, oui. Bon, Carlos, capitaine de l'équipe du coup pour cette interview. Fin de la première manœuvre. Quelle était cette manœuvre? Est-ce que tu peux nous décrire du coup la situation auquel vous avez été confrontés et la stratégie que tu as mis en place avec l'équipe? Donc la situation qu'on a eue, c'est de se retrouver avec 2 VL instables sur des blocs béton, qu'il a fallu, avant d'intervenir, les stabiliser pour pouvoir travailler en sécurité pour nous et la victime. Ensuite, on a créé un accès pour pouvoir approcher la victime, la rassurer et voir ce qu'elle a exactement. Et compte tenu de son état, il fallait la sortir dans l'axe, c'est-à-dire par l'arrière, le plus droit possible par rapport à sa colonne vertébrale. Du coup, on a opté pour une ouverture du haillon et ensuite un écrasement des sièges pour créer ce qu'on appelle un tunnel d'extraction pour pouvoir sortir la victime par l'arrière en sécurité et dans l'axe. Des difficultés sur l'ouverture de ce haillon? Oui, un petit peu, parce que c'est beaucoup de matière plastique et nos outils doivent trouver des points durs et le plastique se casse. Donc on est obligé d'aller chercher un point dur pour pouvoir forcer et faire l'ouverture du haillon. Ce qu'on a fait en cassant la partie des éclairages de l'arrière. Très bien. Gestion des vitrages aussi, on a vu que vous avez collé un film sur les vitrages, c'est ça pour la manœuvre? Voilà, on colle un film sur les vitrages pour éviter d'avoir beaucoup de petits bouts de verre qui s'éparpillent. Et du coup, ça permet après de pouvoir dégager et avoir le moins de verre possible, aussi bien dans l'habitacle où on va travailler et à l'extérieur. Et en termes de satisfaction, le capitaine de l'équipe, il est satisfait de sa manœuvre et il est satisfait de son équipe sur celle-là? Le capitaine, il est satisfait de la manœuvre parce que la victime est sortie dans l'axe en sécurité. J'ai suivi les consignes du médic. Donc le travail a été réalisé et dans un temps, je trouve, correct. Eh ben, allez, merci Carlos, on va vous laisser souffler maintenant. Pratiquement 1 heure de coupure pour vous. On rebasculera à l'isolement avant de poursuivre cet après-midi sur une 2e mise en situation. Merci. On va remercier Alexandre qui a fait cette interview avec notre capitaine d'équipe. Que dire sur la manœuvre? Ils auraient peut-être pu gagner du temps sur l'extraction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'en fonction des plans, je crois que Carlos, lui, il était très axé sur l'état de la victime. Pour lui, il a voulu sortir cette victime en confort, comme il l'a dit. Il l'a très bien justifié, très bien expliqué. Et c'est vrai qu'après, c'est finalement la balance bénéfice-risque. Est-ce que si la victime saigne abondamment, on privilégie plutôt le saignement ou l'arrachier? Écoutez, là, je pense qu'ils ont fait le taf, c'était dans les temps. Pénalité ou pas pénalité, de toute façon, ce que moi je retiens, c'est les sourires des gars d'avoir sorti la victime dans les temps. Et un peu avant le timing. Ils sont contents, ils ont sorti la victime. Bon, voilà. Donc écoutez, nous, on va vous laisser. On va lancer certainement une petite page de publicité là, en attendant de préparer les 2e cas. Et puis, on se retrouve tout à l'heure avec grand plaisir. Tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux d'être accueillis par le Puy-de-Dôme pour cet entraînement en matière de secours routier.
On va commencer un petit débrief des évaluations qu'on a réalisées donc sur cette épreuve qui vient de se dérouler à votre écran. On va commencer par le commandeur. Tout à fait, Max. Si on commençait par le commandeur. Alors, Carlos, qu'on connaît depuis quelques années, qui a eu l'occasion de venir s'entraîner chez nous, Sur différents challenges d'ailleurs. qu'on rencontre régulièrement. C'est un personnage sur nos différents challenges. On avait des axes d'amélioration en fait, qu'on lui a donnés en amont de cette manœuvre. Et Carlos a vraiment progressé. En fait, c'est vraiment plaisant pour nous qu'un personnage comme lui en fait, prenne en compte l'ensemble des axes d'amélioration en fait, qu'on lui a donnés au fil de ces années. Depuis ce matin également, parce que même si vous nous suivez en direct, on a commencé à travailler très tôt ce matin. Et donc Carlos a fait d'énormes progrès, que ce soit sur la communication sécurisée, s'assurer que toutes ces équipes ont bien reçu les ordres qu'il avait donnés, tout simplement. Sur sa stratégie globale, c'était plus fluide que ce qu'on a vu auparavant et c'est plaisant à voir en fait sa communication, son management avec les différentes équipes en fait. Donc on a vu une évolution de Carlos et donc de son équipe même, on pourrait dire, avec une stratégie qui parfois diffère mais qui est efficace. Donc le résultat quand même le prouve de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était satisfaisant. Après, voilà, le gros avantage de la stratégie sur cette manœuvre de Carlos, c'est qu'il était vraiment dans nos attentes. Donc, on voulait voir cette sortie arrière en fonction des différentes pathologies de la victime. C'était vraiment dans nos attentes. On lui avait tendu un petit piège. On se disait, tiens, il va peut-être vouloir nous faire une sortie latérale qui était extrêmement facile parce qu'un accès immédiat, il n'est pas tombé dedans. Et donc, il avait cette stratégie qui était parfaitement posée. Si on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail, au niveau de la sécurité globale de son intervention, elle était... Même ils ont pu observer même par la suite la bouteille de gaz qu'on avait cachée, donc ça allait jusqu'au bout. On a été quand même un peu filou là-dessus, et même dans sa reconnaissance secondaire, il a pu voir un élément de sécurité en plus, donc c'est quand même très satisfaisant. Voilà pour cette première partie. Pour tout ce qui est la partie du commandement. Non, moi j'ai rien à dire là-dessus, ça a été fluide là-dessus. J'ai trouvé que par rapport à ce qu'on a vu nous ce matin, l'épreuve forcément elle avait plus de recul, moins d'effets tunnels, et donc forcément ces actions étaient plus fluides et compréhensibles par rapport à ces différents tools, donc c'était bien. La problématique qu'il peut rencontrer, c'est qu'il ne peut pas être à 360 autour du véhicule en permanence et qu'il ne peut pas surveiller ces 5 personnes qu'il a sous son commandement. Et du coup, voilà, il y a quelques éléments de sécurité, quelques fautes en fait, qui ont été réalisées par ces agents qui lui sont passés un petit peu sous le nez, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, il a voulu bien faire en faisant justement ce 360, mais comme tu dis Max, effectivement, parfois, il y a quelques petits loupés. Voilà. Bon, c'est des ajustements, je pense qu'il va prendre en compte comme il a l'habitude de faire. Voilà, on aura l'occasion d'après d'échanger avec lui beaucoup plus en détail. Voilà, donc vous voyez apparaître le score de la partie commandement de Carlos, donc avec la partie approche initiale, la partie planification, son commandement, son contrôle, la petite faute de sécurité que vous voyez apparaître où on a dû pénaliser d'une 20aine de points, et la partie auto-extraction assistée que vous voyez. Ça lui fait un bon score. Oui, ça lui fait un beau total. Voilà, de 211 points sur 271 possibles. Et on est, nous, globalement, très satisfaits. J'espère qu'il le sera quand on va le voir tout à l'heure. Tout à fait. Là, il est en train de... Toutes les remarques de ce matin, et donc ça reflète un peu le score de cette prestation qu'il a faite cet après-midi. Tout à fait. Voilà, on est vraiment dans le vrai pour cette partie team leader, IC, comme on l'appelle dans notre jargon, incident contrôleur. Et ce pilotage effectué par Carlos. On enchaîne avec nos techniciens. Oui, allons-y dessus. Alors,
Nos techniciens. Nos techniciens ont évolué également, mais on peut dire qu'ils n'ont pas la même courbe de progression que leurs commandeurs. Nos techniciens ont tenu compte de nos différentes remarques. Nos techniciens ont travaillé un petit peu plus, écoutent un peu plus. Ils s'écoutent surtout. Voilà, leur leader. Il y a encore des trous dans la raquette. Ces trous font... Parce que l'épreuve est longue. L'épreuve dure 25 minutes. Et en fait, ils travaillent un petit peu en hypoxie. Ils travaillent en hypoxie, ce qui signifie qu'ils sont sous la chaleur, sous leur combinaison. Ils travaillent avec des outils qui sont extrêmement lourds. Ça leur consomme de l'énergie. Et au fur et à mesure de l'intervention, ils sont de moins en moins attentifs. Ouais. Vous avez peut-être vu à un moment la vitre du coffre. Oui, je pense que tout le monde l'a vu, même à l'intérieur, les médics ont dû le voir, on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, voilà. Cette vitre qui a explosé, qui a généré un bel à-coup, qui a généré du bruit, donc un potentiel traumatisme supplémentaire pour la victime. Et donc, ceci est dû en fait à cette accumulation de charge mentale et physique tout au long de l'épreuve. Donc, vous voyez apparaître leur score à l'écran, qui est de 130 sur 195, qui reste un score qui est tout à fait honorable. Avec une stabilisation, on a quand même relativement dégradé la note. Pourquoi ? Parce que les réévaluations de stabilisation se font tard, ne se font pas forcément au moment le plus opportun. Ils ont légèrement triché, on va le dire. Ils se sont servis de points d'ancrage qui, normalement, n'auraient pas dû être utilisés. Ils auraient dû utiliser des points qui étaient un peu plus naturels que ceux qui étaient existants. Donc voilà pour cette partie dégradation de la stabilisation, même si concrètement, lorsque vous êtes à côté du véhicule, le véhicule ne bouge absolument pas, et ça, c'est à noter. Sur la partie préparation du véhicule, c'est une partie ce qu'on appelle dans notre jargon le dégarnissage. Le dégarnissage, c'est le fait de pouvoir découvrir tous les éléments de sécurité de la voiture, comme les airbags, et s'assurer qu'on ne va pas, par exemple, cisailler, couper un montant où ce n'est pas le plus opportun. Nous avons la gestion des différents outils qu'ils ont utilisés donc, pour ouvrir ce véhicule. Les différentes opérations, ce sont leurs tâches d'exécution. La création d'espace et de désincarcération, voilà, qui n'était pas optimale, vous le voyez au niveau du score. Et le conditionnement du blessé et sa sortie, qui a été longue, qui a été difficile de par cet écrasement de banquette, notamment avec la mobilisation de la victime à ce moment-là. Et on essaie d'avoir toujours un œil attentif à la qualité des soins qui sont apportés à la victime. C'est vraiment... notre fameux patient care qu'on voilà. dit justement par rapport à la victime, effectivement, qui n'a pas trop très respecté là-dessus. Après, le cas était vraiment axé sur moins de stabilisation, mais plus de travail, on va dire, sur les outils. Et c'est effectivement, on aurait peut-être attendu un peu plus de technicité de leur part, même s'ils en ont fait, et malheureusement parfois, ou avec du dysfonctionnement, notamment avec, comme on l'a cité auparavant, cette projection de verre. Et on va terminer donc par l'auto-extraction et le conditionnement du blessé. Petite partie qui est dommageable parce qu'en fait, il laisse la victime au seul soin du médic, qui doivent réévaluer intégralement la victime avant de transmettre ce bilan. Et on le verra par la suite sur la note notamment des médics. Qui est un petit peu dégradé parce que le bilan au final est incomplet dû à cette réévaluation. Comme la transmission est incomplète, tout s'enchaîne en fait. Toutes les informations ne sont pas transmises au SAMU notamment et donc on n'a pas forcément atteint tous les points à ce niveau-là. Donc c'est dommage que nos techniciens sont tous partis pour faire une réévaluation du véhicule alors que laisser à minima un sapeur-pompier ou deux à disposition des médics pour les aider dans cette réévaluation. Donc voilà, ce score de 130 points sur 195 pour nos différents techniciens. On enchaîne sur nos médics. On enchaîne sur nos médics. Donc, je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Donc les médics ont fait
le tour du véhicule, mais le premier contact qu'on a pu remarquer avec la victime a été un peu long, en sachant quand même qu'il y avait deux accès. Qu'il y avait quand même deux accès possibles, que c'était deux accès côté gauche du véhicule qu'on a pu voir. Effectivement, donc le premier contact, donc l'oxygène, tout ce qui est couverture vient tardivement, et donc forcément le bilan aussi vient tardivement. Et malheureusement aussi, dans, on va dire, le bilan complet, l'inspection, on va dire, de la victime. L'inspection au niveau de la victime, forcément, il y a quelques manques, ce qui a fait que ça a dégradé, et même la prise en charge, on va dire, de la victime n'a pas pu correspondre forcément à l'extraction qu'on aurait voulu voir, nous, par l'arrière, en relation avec les tools. Donc, vous voyez apparaître le score notamment des médics, de 105 points sur 189 possibles pour cette manœuvre. Hein. On a adapté par rapport à l'évaluation qui se fait traditionnellement sur un challenge. Alors, cette note, elle se veut aussi principalement dégradée parce qu'il y avait une lésion que l'on avait dissimulée sur cette victime, qui pourtant, ils avaient plein d'indices de par ce que la victime leur communiquait. Et en fait, ils sont probablement aussi... Ils n'ont pas essayé au bout en fait, de leur expertise, on va dire. Donc forcément, ils n'ont pas pu inspecter correctement. Et donc forcément, la prise en charge a été dégradée par la suite. Voilà. Et donc, on a dégradé cette note parce que dans cette transmission qui sera faite par la suite au SAMU, l'ensemble des éléments qui impactent la victime, et notamment le plus important, n'a pas été trouvé, donc n'a pas été communiqué. Donc, voilà pour cette partie médique de 105 points. Ce qui nous fait quand même un total de 446 points sur 655 possibles. C'est quand même honorable. Donc, on est bien au-delà de la moyenne. Hein. On est bien au-delà de la moyenne. On va dire que c'était une bonne prise en charge globale de l'intervention. On a un petit sentiment, c'est humain, un petit goût d'inachevé, parce qu'on connaît ces compétiteurs-là. On sait qu'ils sont capables de faire nettement mieux. Oui, on le sait. Alors, est-ce que c'est le stress aussi? C'est sûr, de se mettre devant le public, tout le monde comme un challenge. Il y a le stress qui monte. Donc, voilà, on arrive proche de la compétition. Ils ont des évaluateurs qui se déplacent pour eux. Ils sont face à la caméra. C'est beaucoup de personnalités qui sont présentes aujourd'hui dans les locaux du 1063. Et donc, voilà, on pense que ce petit phénomène les a un petit peu impactés parce qu'ils ont fait une très belle 6e place l'année dernière. C'est ça, une très belle 6e place au classement général sur près de 25 équipes. 25 équipes, oui. Voilà, venues de toute la France. Donc voilà, on sait que le département du Puy-de-Dôme est capable de mieux faire, même si, voilà, on est sincère avec vous, c'était une bonne prise en charge. Oui, c'était vraiment agréable de les voir quand même tous ensemble, de voir leur évolution sur cette manœuvre. Malgré, c'est sûr qu'on aurait aimé une meilleure prise en charge par la suite, mais bon, en tout cas, félicitations à eux pour ce beau scénario qu'ils ont pu nous montrer en tout cas. Et je vous remercie beaucoup, puis on se retrouve tout à l'heure après une page de publicité. Bon, nous revoilà. Voilà, oui. Rebonjour à tous. Donc, on va parler un petit peu du cas qui vient d'être fait. Oui, du coup, je sais que là, viennent juste de terminer le débriefing. Donc, apparemment, ils sont assez satisfaits par rapport au cas qu'ils ont réalisé ce matin un peu à blanc pour s'entraîner. Il y a eu des termes en termes de sécurité, ça s'est quand même évolué. Au niveau de la stabilisation, pareil, une bonne progression. Donc oui, c'est vrai que du coup là ils sont assez chauds pour repartir sur un autre cas. Vous allez voir encore un cas de l'espace qui est pas mal, un petit cas sympa. Simplement pour revenir par rapport au challenge lui-même, quand l'épreuve est terminée, quand ils ont terminé leur épreuve, ils ont 10 minutes d'attente. Ces 10 minutes d'attente, ça leur permet de faire le point entre eux, de revoir un petit peu ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils sont imaginés comme cas, comme situation, pour être vraiment en lien avec le jury. Et après, ils partent pour un débriefing de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu, ce qui est bien quand on vient de finir les cas, il y a même les concepteurs qui sont encore sur place et on peut échanger pendant ces 10 minutes sur quelles étaient leurs idées de manœuvre, est-ce que les plans qu'on a réalisés étaient les bons, est-ce qu'ils avaient prévu ou pas. Du coup, c'est vrai que ça permet de... Ah, ça y est, c'est reparti. Les revoilà à nouveau, la même équipe, on prend les mêmes et on recommence.
VL blanche électrique. Reçu VL blanche électrique. Écoulement de liquide au sol. VL rouge instable. VL rouge instable sur bloc béton. Bon, là, c'est traité. Allez, stabilisation et mobilisation des véhicules. Geoffrey, bout de verre à l'avant. Marine, t'as combien de victimes? Combien ils sont? Brice, une protection pour mettre au sol pour Marine. Attention. Sur le challenge cette année, c'est la victime empalée. Donc là, typiquement, on voit la barre qui a traversé le pare-brise. Donc on va travailler cette thématique-là. Ouais, du coup, la difficulté, ça va être de prendre en charge cette victime. Déjà, il va falloir l'approcher. La difficulté de ce cas, c'est qu'aucune porte, aucun ouvrant ne s'ouvre pour pouvoir accéder. Le seul accès que les médics auront, ça sera de passer par la vitre de la porte passager, du conducteur. Et du coup, là, on voit la victime à l'intérieur qui est empalée. Au niveau, alors c'est un maquillage, hein, je préfère le préciser. C'est un système de ceinture c'est pour l'apprentissage. Et du coup, on va pouvoir étudier avec vous quelle est la technique qu'ils vont utiliser pour justement sortir cette victime. Donc là, on voit que Marine s'équipe d'une bâche qu'elle va mettre sur elle. Cette bâche, c'est une bâche que, d'ailleurs, tous les SR du Puy-de-Dôme vont être dotés très prochainement. C'est une bâche qui permet de protéger la victime, protéger le secouriste, et en plus, elle est transparente, ce qui fait que ça permet de communiquer aussi avec les techniciens. Ouais, tout à fait, ça permet de voir la victime à travers, de voir nos techniciens et de savoir ce qui se passe en fait sous la bâche, à savoir jusqu'à maintenant. Il y a quelques années déjà un petit peu qu'on les a ces bâches-là. Avant, c'était une bâche qui était complètement occultée, ce qui fait qu'on avait une grosse communication avec notre homme de l'intérieur et effectivement, on ne voyait pas ce qui se passait. C'est vrai que c'est une vraie plus-value. Ouais, donc là, on voit que Marine a réussi à engager l'oxygène auprès de la victime assez rapidement. Donc ça aussi, c'est une plus-value pour nos victimes. Et oui, mais là, encore une fois, la difficulté, ça va être de rentrer. On voit que Marine travaille plutôt par le bas. Là, sur les choses sur lesquelles il faut qu'elle fasse attention, c'est qu'au niveau du sol, alors ça doit être Stéphie peut-être, au niveau du sol, il n'y a pas de protection. Donc ça, c'est des détails qu'il va falloir à nouveau travailler, puisque quelque part, elle se met aussi en danger. En fait, on se rend compte au fur et à mesure des années qu'on revient sur des défauts qu'on avait connus, qu'on avait travaillés. Et il y a certains automatismes qui se perdent, donc à chaque fois il faut reprendre un petit peu l'ensemble de la manip pour réaxer sur certaines choses. Voilà, une belle stabilisation là, des collègues donc, avec les stabfast, donc les étais à sangle qui sont croisés sous le véhicule pour avoir assuré une meilleure stabilité du véhicule qui est instable sur le dessus, de manière à pouvoir travailler plus sereinement sur le véhicule blanc qui est un véhicule Symbios. Si on voit de toute façon au niveau de la FAD, il va pouvoir s'appuyer dessus. On voit que le technicien lui aussi rentre. Vous voyez, donc à l'intérieur, il y a un médic, le médic 2, un technicien, et je crois que un autre médic va essayer de rentrer aussi à l'intérieur. Donc là, véhicule sur le côté, trois personnes à l'intérieur, une victime plus nos deux médics. Mais ça veut dire que le véhicule a été stabilisé très rapidement, ouais. Quand même, parce qu'on n'engage pas de personnel dans un véhicule sur le côté tant que le véhicule n'est pas complètement stabilisé. Mais donc là, ouais, c'est pour le moment, en termes de timing, je trouve qu'il se débrouille très très bien. Oh, ça déroule. Donc là, ouais, on va pas vous refaire le tour, mais c'est vrai que là, du coup, après concertation avec les médics, Carlos est déjà en train d'étudier. Il n'a toujours pas fait son SMES. Vous savez, cette situation et les missions qu'il va donner à chacun, il l'a toujours pas fait. Il est toujours dans la réflexion. Ce dont on n'a pas parlé, c'est toutes les énergies des véhicules. Ouais, c'est-à-dire que du coup, de plus en plus, on retrouve des véhicules électriques, hybrides. Là, notamment, le Rafale qui est positionné sur le dessus instable, c'est un véhicule qui est hybride. C'est des énergies qu'il faut refaire remonter aux équipiers
Et, de plus en plus, de toute façon, on trouve de véhicules électriques. Et c'est vrai que ça s'en vend de plus en plus, surtout dans la conjoncture actuelle. Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, prise en compte de tous ces dangers-là. Carlos, toujours dans sa réflexion. Le SMES, toujours pas annoncé. On voit que la stabilisation, elle est encore en cours. Mais sur ce qu'on appelle un véhicule mulet, en fait, on n'a pas de victime à l'intérieur. C'est vraiment pour faire travailler et faire prendre en compte à l'équipe la stabilité du véhicule. Et là, on a vu que Geoffrey, c'est comme ça qu'on l'appelle, a lui traité directement le coffre. On l'a vu rentrer à l'intérieur et je me suis demandé ce qu'il allait faire. Il n'a pas voulu rester sur l'échec de tout à l'heure. Il a tout de suite été crocheter ce coffre pour l'ouvrir de l'intérieur, ce qu'il a très bien réalisé, sans prendre d'outils hydrauliques. Ce qui fait que du coup, ça permet de gagner du temps. On a déjà un accès qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est l'accès par le coffre. Et là, ça va donner, si j'ose dire, un boulevard à Carlos pour pouvoir trouver son idée d'extraction. Donc là, toujours dans l'attente du retour des médics pour savoir comment traiter cette victime qui est, donc, on l'a vu, empalée par l'avant. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont décider pour pouvoir traiter ça? Donc là, c'est un cas que l'on va avoir. Oui, cette année, c'est un thème. De toute façon, on a été prévenus. C'est donc des entraînements que tout le monde fait. Donc des victimes qui ont été coincées, des victimes qui se retrouvent sous les véhicules. Et donc là, la victime comme ça empalée, c'est assez nouveau pour nous. Victime empalée, femme enceinte. Donc femme enceinte, c'est quelque chose que l'on va travailler cette année puisqu'on l'a vu 2 ans de suite. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément préparé, mais bon, l'équipe SHUAP s'en était plutôt bien tirée. Ouais. Dans la prise en charge, c'est vrai qu'on avait été pas mal, puisque du coup, encore une fois, je tire mon chapeau à notre équipe SHUAP. Donc là, on voit que la victime est protégée. Là, ils ont juste laissé sortir alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un morceau de bois ou un tube en ferraille. Ils vont faire un accès par l'avant, je pense, puisqu'il rentre l'oxygène, donc ils veulent libérer la place côté avant, côté passager. Ah oui. Ouais, donc on peut peut-être imaginer une sortie confort par l'arrière et un plan d'urgence plutôt par l'avant. Ou peut-être se créer un accès simplement pour les couper ce tube. Donc là, on va découvrir ensemble. Donc c'est un cas que nous aussi nous découvrons, puisqu'on a demandé à nos collègues, nos collègues juges nationaux de venir nous mettre ça en place. Donc voilà, vous êtes comme nous, vous découvrez ça en primeur. On a une société également qui est venue avec tout du matériel de maquillage, qui vient également tester le maquillage pour sa participation au challenge, tester, innover de nouvelles choses. Ça leur permet aussi de préparer ce challenge dans de bonnes conditions. Oui, cet après-midi, on a testé les membres compressés. Pareil, il est venu avec un lot de membres, factices bien sûr, de manière à pouvoir mettre en situation les collègues sur les dégagements de victimes. Puisque cette année aussi, on va avoir des coussins de levage qui seront mis en place. Et voilà, toutes les équipes de France s'entraînent dans ce sens-là. Avec d'une année à l'autre, toujours des évolutions. L'idée, c'est de se rapprocher au plus près de ce qui se passe sur la réalité du terrain. Donc effectivement, coussin de levage cette année, cheminée de calage, cheminée de levage. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles pour la team. C'est des choses qu'on travaille nous déjà au niveau de l'USAR 63, puisqu'on a développé une technique au niveau du secours routier poids lourd. Et donc, effectivement, c'est des choses qu'on travaille. Donc là, on va échanger entre l'équipe spécialisée et la team pour pouvoir travailler là-dessus. Mais encore une fois, c'est vrai que faire attention aux images que vous pouvez voir en termes de technique. On est bien d'accord, c'est des techniques qui ne sont pas validées encore. Certaines oui, d'autres non. Quelque part, on s'en sert aussi comme laboratoire de cette équipe de la team SR. Elle est là pour aussi essayer d'apporter des nouvelles techniques et on les propose après nous au groupe en formation et c'est validé après dans nos instances et oui ou non on les présente après sur des formations continues les années N+1. Oui, tout à fait. En fait, c'est la recherche et développement qu'on peut retrouver dans certaines usines ou entreprises privées. L'idée vraiment là, c'est de développer des choses. Alors pas les développer simplement pour se faire plaisir pour le challenge. On a un vrai lien entre l'opérationnel, ce qu'on fait sur le terrain demain, ce qu'on fera demain sur le terrain, et cette compétition.
Et c'est vrai que au-delà de faire ce challenge où il y a bien sûr de la compétition et l'idée c'est de se trouver dans le top 10, mais ce qui est agréable quand on va dans ces challenges, c'est les échanges avec les autres équipes. Et on partage nos différentes expériences avec les différents départements et on apprend aussi d'eux et c'est pour ça que l'on ramène à la fois des idées de matériel, des nouvelles techniques et tout ça, ça nous permet d'aller dans le bon sens. On n'a pas en fait, même si c'est une compétition, on n'a pas une rétention d'informations. Tout le monde est vraiment dans l'échange, dans le partage. C'est quelque chose qui en fait est très agréable et au départ très surprenant, puisque en fait on vient pour faire une compétition et en fait tout le monde partage. Ouais. Et c'est vrai que cet échange il est hyper constructif et on s'aperçoit que nous on ne peut pas apprendre tout seul et c'est pas en restant dans notre coin reclus qu'on va apprendre des autres. Il faut savoir s'ouvrir et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver de nouvelles techniques. Là, comme là vous voyez la protection constamment sur la lame de la scie sabre. Donc ça c'est toutes des protections au sol aussi. Donc là je pense qu'ils sont encore dans la réflexion de savoir comment on va pouvoir enlever. Donc j'ai l'impression qu'ils ont prévu de couper cette barre à la scie sabre avec un maintien avec l'écarteur. Je pense que c'est ce qui a été. Ouais, je pense qu'avec l'écarteur, ils veulent éviter les vibrations pour la victime. Donc là, on peut voir que techniquement, il y avait moins d'action, donc moins d'action de stabilisation, donc plus rapide. Par contre, on voit que la prise en charge de la victime, elle est plus longue. Beaucoup plus longue. Ouais. Beaucoup plus longue. Donc là, c'est pris en compte par les concepteurs. Et, ils savent que sur la stabilisation, ce sera plus rapide. Donc forcément, au niveau de la réalisation et du bilan de la victime et de l'extraction de la victime, ça sera un petit peu plus long. Alors, à savoir que on parle de nos concepteurs, des concepteurs qui travaillent en fait en lien pour le challenge avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ces concepteurs, en fait, ils testent tous les cas. C'est des gens qui sont affectés souvent dans des casernes et ils vont essayer les cas qu'ils ont mis sur le papier, en fait. D'une part, pour voir si c'est réalisable dans les temps, si ça peut correspondre à ce qu'on a besoin pour le challenge, et eux font un vrai gros travail de fond. Une grosse organisation derrière pour préparer ces cas-là. Et d'ailleurs, tous ces cas sont préparés largement en amont de la compétition et sont gardés secrets sous la responsabilité du coordinateur qui est validé par la Fédération nationale. Et c'est lui qui, au dernier moment, un jour avant le début du challenge, il y a un tirage au sort qui est fait par les capitaines de chaque équipe et chacun tire ces deux cas. Ces deux cas, c'est des enveloppes qui sont cachetées et on découvre, mais les concepteurs et ceux qui mettent en place le découvrent aussi au moment du décachetage de l'enveloppe. Donc le tube a été coupé. C'était bien un tube en cuivre. Ouais. Donc là, c'est vrai que notre ami Carlos, il est toujours dans savoir comment gérer son extraction. Alors là, c'est très compliqué pour lui parce qu'en fait, il ne voit pas la victime. Alors pour avoir mis le cas en place tous les deux tout à l'heure, les vitres sont teintées, il n'y a qu'un accès par le pare-brise qui n'est pas forcément à travers duquel on ne voit pas forcément. Donc là, lui, il est dans l'inconnu complet. Il est obligé de faire confiance à son équipe médique à l'intérieur, à faire confiance à ses équipiers, ses techniciens qui rentrent dans le véhicule, qui sont en fait ses yeux. Donc là, une reprise de la stabilisation. Donc là, ils ont tenu compte des remarques qui leur ont été faites ce matin. Ce matin, l'équipe faisait des allers-retours incessantes pour aller chercher les cales ou le matériel de stabilisation. Là, on voit que Brice a fait le tour, reprise de la stabilisation avec son paquet de cales sous le bras, ce qui lui évite les allers-retours. Non, puis là, ce qu'il faut reconnaître, c'est, vous voyez, c'est une intervention qui se fait dans le calme. C'est c'est à l'image de l'équipe. Ça réfléchit beaucoup, mais encore une fois, très bien. Eh ben, on va les écouter. On va écouter nos deux médics.
Stéphanie. Steph. Il faudra que tu t'enquilles dedans et que tu ailles voir si ce dossier se couche. Tac. Vas-y Paul, vas-y continue. Il va s'enquiller. Est-ce qu'on a accès au siège? Putain, il m'écoute pas. Est-ce qu'on a... Allez, regarde-moi ce dossier si on peut le coucher. Demi-plan dur. Il faut le demi-plan dur. Restreint. Donc, demi-plan dur qui va nous protéger notre victime et le plan dur par-dessus. Donc on travaille essentiellement avec ce matériel-là. Oui, parce que l'autre difficulté, c'est que quand on a des véhicules comme ça qui sont pratiquement tous nouvelle génération, les sièges sont électriques, les dossiers sont électriques et il va falloir forcément faire une action au niveau du dossier, soit avec un outil un type cisaille, et donc il faut protéger encore une fois entre l'outil et la victime, il faut cette protection. Il faut cette protection et ce demi-plan dur, c'est le plus adapté. Et en plus, il nous permet largement de préparer l'extraction tout en préservant l'accès de coutron. La petite pause qui s'impose pour notre équipe. Très important, ça c'est des points qui sont gagnés par notre capitaine d'équipe. Il prend soin de son personnel et il prend le temps de leur donner à boire, de se poser 2 minutes, le temps qu'il termine sa réflexion et ses échanges avec ses médics. Ouais, ça permet aussi de faire redescendre un petit peu cette pression, de sortir de l'effet tunnel. Et ça permet, vous voyez, ils n'ont pas quitté les yeux leur cas, ce qui fait que tout en restant dans l'intervention, ils arrivent à prendre suffisamment de recul, eux aussi, et là, il l'a très, très bien fait. Il l'a fait au bon moment, puisqu'il leur a proposé cette pause au moment où il a senti ces gars qui étaient un petit peu dans cet effet tunnel, un peu dans le dur. Donc, du coup, Oui, on l'a entendu, qu'il s'agaçait un petit peu sur le fait qu'on ne l'écoutait pas. Et oui, mais quand on est dans l'effet tunnel, c'est vrai qu'on n'écoute pas et on est un peu agacé par rapport à ce que on n'arrive pas à faire. Et ça... On travaille là-dessus, et c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais un des deux juges qui sont venus nous filer un coup de main, leur a fait aussi un peu de préparation mentale. On avait déjà eu cet exercice avant de descendre à Nice la première fois, il me semble. Oui. Donc là, une préparation mentale avec un gros travail de rétex sur ce qu'ils ont fait l'an dernier, en fait. Comment ils ont vécu les épreuves, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils auraient pu améliorer. Et en fait, c'est l'équipe elle-même qui a apporté hier après-midi les solutions, des réponses à des questions qui se posaient eux-mêmes. Mais en fait, le fait de travailler comme ça avec quelqu'un d'extérieur qui leur a fait revivre un petit peu, entre guillemets, leurs 2 mises en situation de l'an dernier, ils ont apporté d'eux-mêmes les solutions et les axes de travail sur lesquels ils devaient travailler, quoi. Mais là, du coup, je pense que Carlos est en train de préparer l'extraction parce qu'il va falloir passer en mode extraction. J'ai pas de vision sur le chrono. Pas de vision sur le chrono, donc oui. Là, on voit que les juges sont au plus près. En règle générale, on a tendance à dire là où sont les juges, c'est là où doit se trouver le chef d'équipe, parce que ils sont bien sûr qui regardent la prise en charge de la victime, mais ils regardent surtout tous les gestes de sécurité, toute la prise en charge de la victime. Ça va bien au-delà du simple bilan. La préparation du plan dur, donc là, je pense que la victime ne devrait pas tarder à sortir. Donc c'était ce qui était prévu. On avait vu avec les concepteurs, c'était une sortie dans l'axe, la partie en confort. De toute façon, je pense que la partie criticité au niveau de la circulation, ça a dû être géré, ou tout du moins pris en compte. Et là, on préconise une extraction en tunnel. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, le véhicule est sur le côté. Mais les techniques, c'est les mêmes. On peut voir, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on peut voir les dossiers qui ont été écrasés de manière à créer ce tunnel d'extraction. Voilà, les équipiers passent en gants nitrile. Et donc, on va procéder à l'extraction dans quelques secondes. Donc là, tout simplement, on voit un équipier qui est déjà rentré, il se positionne en pont et on va engager le plan dur à l'intérieur.
Ouais, donc une gestion du dossier qui a été réalisée. La victime est juste maintenue par le demi-plan dur. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que dans les véhicules de nouvelle génération, on a un tunnel central qui est de plus en plus important. Les sièges qui enveloppent vraiment les conducteurs et les passagers. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant pour pouvoir accéder à nos victimes. Donc là, les positions sont très inconfortables, mais comme on dit souvent, la victime, c'est elle qui est dans la position la plus inconfortable. Nous, encore, on s'adapte. Regardez, c'est finalement un relevage qui va se faire en pont. Il y a une vue de l'intérieur qui nous est offerte par notre technicien là, de vidéo. Vraiment, ouais. Merci beaucoup. Et voilà, ça hisse tout doucement, tout doucement. On réaligne la victime sur le plan dur. On hisse tout doucement, et la victime va sortir dans l'axe tête-coutron. Donc oui, la différence que l'on a, nous, par rapport à ce qu'on peut voir en intervention, c'est vrai que les équipages VSAV n'ont pas de casque. Nous, là, comme vous l'avez vu, ils sont tous équipés de casques. On a exactement la même tenue. En vraie intervention, ce n'est pas le cas, puisque nous, les pompiers, on est en tenue de feu, et l'équipage VSAV ont plutôt une tenue TSI. Il y a un travail en cours aujourd'hui, ça a été une demande, il y a un travail qui est en cours sur le casque F2, le casque que vous voyez là, avec une difficulté, c'est que si on l'utilise en secours routier, on est obligé d'avoir une protection oculaire, on est obligé d'avoir la protection faciale. Donc c'est à l'étude actuellement. Alors après, c'est vrai que c'est un petit confort, ça permet d'écouter ce qui se passe autour par rapport à notre casque F1 traditionnel. Je sais que nos infirmières sapeurs-pompiers qui interviennent sur les accidents de la route sont équipés aussi de casques F2 comme ça. Tout à fait. Et donc, ouais, ça irait dans la bonne direction. Mais encore une fois, voilà, c'est des choses qui sont essayées, testées, et c'est pas parce qu'on est dans cette tenue-là que c'est forcément la vérité de demain. Donc l'extraction de la victime, on voit que c'est pas si facile que l'on pense, d'autant plus qu'elle a un bout de ferraille dans le ventre, la pauvre. Mais c'est vrai que ça fait partie du travail, et il vaut mieux le faire lentement et tranquillement, et le faire proprement, plutôt que d'aller vite et de risquer la santé de la victime. Alors là, je pense qu'ils ont rencontré une petite difficulté puisqu'ils ont remis les gants de travail, ressorti un outil. Alors ça on n'en a pas parlé ce matin, mais les outils qui sont utilisés aujourd'hui, c'est des outils qui fonctionnent sur batterie. On est sur de l'électroportatif avec des puissances de coupe et de poussée qui sont équivalentes, voire supérieures à ce qu'on avait avant. Un gros avantage, alors pour le 18 Dôme, on a fait un choix technique qui était de dire, en testant le matériel, c'est d'avoir le même matériel et le même type de batterie qui puisse être utilisé à la fois sur les outils de désincarcération et à la fois sur nos outils à main, tout ce qui est scie sabre, clé choc, ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'engin, au lieu d'avoir 2 types ou 3 types de batteries différents, on a juste un type de batterie. Mais c'est vrai que tout cet électroportatif, on le voit, c'est vite pris en main. Et, c'est confortable, il n'y a pas de bruit pour les victimes autour, avec un groupe, comme on a connu, un groupe qui tournait autour. Énormément de bruit. Aujourd'hui, vous avez pu l'entendre pendant les interventions, que ce soit des médics ou du capitaine, on n'a quasiment pas de bruit. Fin de manœuvre, donc la victime n'est pas sortie. Ça arrive, on l'a expliqué tout à l'heure, ça peut arriver. Mais je me dis, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux prendre 5-6 minutes de plus pour sortir la victime de la bonne manière, plutôt que de vouloir se presser. Et d'autant plus que là, il y a honnêtement... Alors là je te coupe, David, oui, mais effectivement, on a eu le coup de sifflet. L'extraction était en cours, donc les juges vont quand même laisser sortir la victime. Ils arrêteront la manipulation après, mais on continue l'extraction.
Mais là, c'est vrai que la règle, au niveau challenge national, il part du principe qu'à partir du moment que la victime est sur le plan dur, même si le chronomètre est terminé, on laisse sortir la victime. Voilà, c'est aussi pour pas de frustrer l'équipage qui a travaillé depuis plus de 25 minutes sur le cas. Et voilà, là, la satisfaction, c'est quand même de sortir la victime. Donc, voilà, c'est pas pris en compte, mais on laisse les gars travailler jusqu'au bout. Et là, je pense qu'il va quand même y avoir une réévaluation de la victime, puisque les juges, on est quand même encore en apprentissage. Donc, je pense qu'ils vont évaluer nos médics sur la réalisation du bilan et la remontée d'informations. Et vous voyez, un travail, quand on regarde le véhicule blanc au loin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de grosses désincas, comme tu le disais. Non, il y a très peu de travail en externe, en fait. Hein. C'est tout fait à l'intérieur. Il y a un gros travail entre ce que nous on appelle maintenant le travail de l'homme d'intérieur, où il faut faire énormément de place à l'intérieur. Et vous l'avez vu, hein, on peut avoir trois pompiers à l'intérieur en plus de la victime. Et encore là, quand on n'a qu'une seule victime, mais il se peut qu'on peut avoir jusqu'à 2 victimes, 2-3 victimes à l'intérieur. Donc là, en fait, ce sont nos 2 équipiers qui sont restés auprès de la victime, puisque nos deux médics étaient partis transmettre leur bilan au juge. Et Carlos, qui est content finalement de s'approcher de cette victime, il n'a pas pu le faire depuis le début. Il est venu voir ce qui se passait. Au vu du sourire de nos juges, apparemment... Le bilan a dû être concluant. Ouais. Voilà. Donc un bon travail de nos 2 médics. Encore félicitations à Stéphie et Marine. Les techniciens aussi. Voilà. Finalement, il était facile à enlever, ce tube. Oui. Voilà, je pense que j'imagine que on va avoir les impressions de Carlos dans peu de temps. On va le laisser souffler un peu là. Interviewer un petit peu. On va profiter un petit peu du temps qui nous reste pour remercier un petit peu nos partenaires. Oui. Je ne vais pas tous les citer, mais je citerai le principal, le SDIS 63 qui nous accompagne, et tous les partenaires qui nous font confiance, qui sont à nos côtés tout au long de l'année, qui nous permettent justement de participer à ce challenge, que ce soit à travers un financement et ou à travers du matériel qui nous est prêté et ou donné. Donc je tiens personnellement à tous les remercier. Et merci à vous de nous avoir suivis. Alors je ne sais pas si... effectivement, j'allais l'oublier, notre union départementale, puisque l'équipe Challenge travaille essentiellement sous l'égide de l'UD, sur le plan associatif. Donc effectivement, comme tu dis, David, faut pas que je les oublie, je vais me faire tirer les oreilles sinon. C'est surtout par rapport à tes oreilles. Non, mais on peut pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on est soutenu quand même, notamment même la concession Renault de Clermont, Garage Bonny, qui au niveau des véhicules, c'est vrai que d'ailleurs, quand on parle du lot, donc on voit Carlos qui est en train de souffler. Allez Carlos, on te laisse le temps de souffler. 3e manœuvre du samedi, 2e manœuvre de l'après-midi. Bon, raconte-nous. Sur la manœuvre, on a vu une barre sortir du pare-brise. Quelle était, toi, la situation à ton arrivée et quelle était l'idée de manœuvre pour gérer ce qui ressemble à un empalement? Et donc, l'idée de manœuvre, on avait bien à faire un empalement avec une barre de 5 mètres à peu près de long. Donc, on ne peut pas sortir du véhicule. On ne pouvait pas sortir du véhicule, donc il fallait d'abord stabiliser cette barre au niveau de la victime pour pouvoir la couper, pour qu'elle ait une taille adéquate, qu'on puisse sortir par l'arrière la victime avec la barre sur elle. Bon, on imagine que du coup, ça demande beaucoup de coordination. Toi, en termes de communication, comment tu as piloté l'équipe? Parce que je suppose qu'on a vu... il fallait maintenir la barre qui sortait du pare-brise pour pouvoir procéder à la découpe. Comment tu t'es organisé et comment tu as communiqué pour être certain que du coup, tes médics et les techs ils soient tous aux ordres et qu'ils puissent respecter l'idée de manœuvre et la stabilisation de cette barre? Du coup, donc, pour communiquer, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre le haillon à l'arrière du véhicule pour communiquer directement à l'intérieur, m'assurer que c'était bien compris, et aussi avec l'extérieur. Donc pour cette mission, il y avait une personne à l'intérieur qui maintenait la barre et 2 personnes à l'extérieur qui s'occupaient de la découpe, et moi en plus pour coordonner
pour coordonner la mission, pour que la barre ne vibre pas trop au niveau de la victime. En termes de choix au niveau des outils, 6 sabres, cisaille, qu'est-ce qui a guidé toi ton choix? On sait que la 6 sabres c'est également source de vibration. Comment tu as arbitré? J'ai arbitré pour minimiser les vibrations. On a mis un écarteur qui serrait la barre et avec la 6 sabres on avait une coupe plus nette. Et à l'inverse, avec la cisaille, j'ai préféré éviter le risque de torsion de la barre qui aurait agi à l'intérieur de la victime et aggravé son état. Allez, dernière question. À l'issue de ce samedi, 3 manœuvres. Qu'est-ce que tu retiens des entraînements? On a également la présence de juges nationaux. Qu'est-ce qui vous a permis de progresser sur ces 3 mises en situation? Qu'est-ce que tu retiens de ce premier jour? Ce que je retiens, c'est que la communication est très très importante dans les manœuvres pour pouvoir se coordonner. Et ce premier jour, beaucoup de cas nouveaux, d'empalement qu'on n'avait pas encore traités. Et c'est une journée bénéfique parce qu'on apprend tous les jours. Allez, merci Carlos, au repos. Ouais, donc c'est un peu ce qu'on disait, donc l'utilisation de l'écarteur pour stabiliser le tube. Bloquer le tube, oui. Ouais, mais c'est vrai que la 6 sabres apporte beaucoup de vibrations, ça fait beaucoup de bruit aussi, mais la rapidité d'exécution est telle que je suis assez d'accord avec Carlos. On avait déjà travaillé quand même un petit peu l'idée, et d'avoir essayé avec la cisaille, quand vous coupez notamment un tube creux, et la cisaille a tendance à briller, et du coup ça pince le tube, et du coup on n'arrive pas à couper. Donc je pense qu'il valait mieux d'un coup quelques vibrations modérées par l'écarteur plutôt que de s'y reprendre à 2 fois. Oui, le choix technique était là, l'idée de manœuvre était là également. Je pense qu'il va être content d'aller se poser. Ouais, je pense qu'il en a un petit peu marre. 3 manœuvres dans la journée, je pense qu'il est... Et je pense que la journée a été quand même très très constructive, très constructive, et du coup moi je trouve que ils ont bien bossé. Les concepteurs on nous a guidés un peu dans la conception des mises en situation, et notamment il y a eu un gros travail, vous l'avez un peu moins vu, mais sur les victimes. Donc globalement, moi je suis très satisfait d'avoir participé à cette journée-là. On a une belle équipe. On a une belle équipe. Il y a une marge de progression. On peut encore travailler. On peut toujours me faire. Moi, je les encourage pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur ce challenge cette année, avec l'idée principale de se faire plaisir. C'est vraiment se faire plaisir, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, l'échange, se faire plaisir, ramener des idées nouvelles. On a effectivement cette envie d'être dans les 10 premiers. Mais on y arrivera. Après, c'est aussi moi je pense qu'avec le travail, il s'en donne la peine. Après, j'ai envie de vous dire, si on est dans les 10, tant mieux. Si ça n'est pas, c'est comme ça. Mais au moins, on sera donné la peine de travailler, et on apprend aussi de nos erreurs. Et puis, je profite aussi de ce moment-là pour tendre un peu la perche à certains qui hésitent de franchir, de taper, ou tout du moins de sonner et d'appeler Thierry pour faire partie de cette équipe. Il y a eu un gros turnover de personnel dans notre team SR. Moi, j'ai démarré, j'étais capitaine, je suis aujourd'hui entraîneur. Demain, ça se trouve, je ne serai plus là. Il faut absolument qu'il y ait un renouveau au niveau des équipiers. L'équipe que vous avez vue travailler aujourd'hui, l'équipe que vous avez eue aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a eu l'année dernière, qu'il y avait aussi il y a 2 ans. Ça évolue, il y a des remplaçants qui rentrent, il y en a qui arrêtent pour des raisons personnelles, professionnelles, et il faut absolument qu'on renouvelle. Et les nouveaux, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, parce que mine de rien, il faut avoir un certain niveau et beaucoup d'entraînement, ça commence dès demain. Donc n'hésitez pas à contacter Thierry de manière à ce qu'on puisse y intégrer l'équipe, et puis tout doucement, on vous expliquera comment tout ça peut se mettre en route. Voilà. On les formera. Comme on a formé les autres. Aujourd'hui, si on reprend l'équipe aujourd'hui, on a une grosse majorité de gens qui sont passés moniteurs score-routiers, enfin formateurs score-routiers au fil des années. C'est des gens qui n'étaient pas du tout au départ. L'envie leur est venue, ils ont travaillé, et aujourd'hui effectivement la team est composée de formateurs secours routiers pour 90% de l'effectif. Ouais. Voilà.
puis ça apporte une certaine dextérité même en formation, et on a tellement de répétitions et d'entraînement que forcément il y a des automatismes que l'on retrouve, hein, et qui sont, voilà, franchement, moi, ça fait depuis 2019 que je participe à cette équipe. J'en suis vraiment ravi. La fin est plus proche. Proche. La fin approche. La fin approche, mais voilà, je suis bien content d'avoir fait tout ce parcours, en tout cas. Oui, tout à fait. Merci à toi, David. Merci beaucoup. Je crois qu'il va y avoir une petite pause. En complément, on peut profiter avant cette petite pause pour remercier nos familles, les familles de notre team, hein, puisque c'est un investissement personnel, c'est des entraînements le soir, c'est une semaine loin de la maison pour le challenge. Donc oui, on peut, je pense, remercier nos familles qui nous accompagnent et qui subissent nos absences. Voilà. On va vous laisser une petite pause. Oui, voilà. Et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
que là, tu vois, potentiellement, demain en SR, hors challenge. La barre était ici. Hors challenge, je fais 2 minutes de avant, je vais faire comme ça. Je fais 2 minutes de avant, tu bascules ça à l'arrière, il y a la place pour le sortir. Parce que rentre pas les mains. Ouais, mais après, t'as la place pour la côté. Ouais, mais en fait, si tu découpes ton pare-brise comme ça, tu fais ton demi-pavillon avant, et après tu vires ta barre, t'as toute ta place et tu la sors directement. En SR, j'aurais fait ça. Au challenge, je sais pas parce que je connais pas l'animation, mais en SR, j'aurais fait ça. En SR, j'aurais fait un demi-pavillon. Alors, j'ai regardé le demi-pave, j'ai regardé de l'extérieur. Parce que là, elle était juste derrière quand même. Elle était ici, hein, sa tête était là. Sa tête était là. Après, on était bien comme ça. Parce que là, après, demi-pavillon, tu peux très bien, tu peux te faire ça, et tu t'ouvres déjà une partie là. Ben, moi, Parce que là, c'est grand. Eh bien voilà Jean-François, ça y est. La dernière. La dernière. Félicitations au Puy-de-Dôme qui vient de terminer cette journée sur un exercice qui était vraiment pas facile. Pour la petite histoire de cette manœuvre, ce sont les concepteurs du challenge français de secours routier qui ont eu l'idée d'innover pour peut-être l'année prochaine en travaillant les empalements. Par le biais d'une société Sésame SFX qui se situe en Haute-Savoie. Et donc cette société nous a permis de réaliser du matériel qui a permis de réaliser l'empalement que vous avez dû voir, cette fameuse barre qui traversait le pare-brise et qui était prise dans les entrailles de la victime. Intestinales de la victime. Et l'exercice n'était pas facile, donc ni pour nous, parce que c'était notre première, une découverte. ni pour l'équipe du Puy-de-Dôme qui s'est portée volontaire pour faire sa situation. Pas facile d'ailleurs. Voilà. Et ma foi, ils se sont vraiment pas trop mal débrouillés. Alors forcément, c'était une première, donc il y a eu des erreurs de commises, notamment dans la gestion de cette barre, qui avait été coupée de manière un peu trop longue et qui a empêché la mobilisation de la victime vers la sortie de manière correcte. Et comme cette barre était un petit peu trop longue, ils ont dû s'y reprendre une deuxième fois à l'intérieur et c'était beaucoup moins pratique et pour eux et peut-être un petit peu douloureux pour la victime. On peut souligner en tout cas la prise en charge médicale de la victime par l'équipe de médic qui a pensé à tout, la prise en charge de la gestion de la douleur de la victime. Par rapport à l'empalement, la sécurisation de l'empalement aussi. Donc c'était vraiment une belle prise en charge de leur part. Après c'est sûr que je reviens à ce que tu dis Max, la barotte est coupée légèrement un peu plus tôt pour l'anticipation de la sortie. Il y aurait un gain de temps par rapport à notre victime, mais dans l'ensemble, c'est quand même satisfaisant de leur prestation. Et voilà, et puis on aurait pu voir une sortie de la victime dans les temps. Vous allez découvrir maintenant à l'écran les scores pour cette manœuvre. Donc le score global est de 516 sur 655 points. C'est un bon score. On n'a pas été spécialement généreux, on a essayé d'être le plus juste possible. Voilà, on apprécie encore le travail de Carlos au niveau commandement. Voilà, c'est vraiment très appréciable. À chaque manœuvre, il grandit. Il arrive à prendre en compte l'intégralité des remarques et à les restituer immédiatement à la manœuvre suivante. C'est très appréciable pour nous. Les techs qui ont fait un bon travail et cette gestion du médic qui était optimale. Voilà, donc mis à part la gestion de cette barre. Mais c'était une première, il faut dire. Donc, voilà, qui aurait normal, été coupé un peu plus tôt, court dès le départ. Plus court. Voilà, on aurait eu une intervention presque idéale. Je tiens à remercier pour cette dernière, donc l'invitation du Puy-de-Dôme pour ce petit entraînement. Complètement. À 2 mois du challenge, en plus, c'est appréciable. Voilà, la régie qui nous a suivis toute cet après-midi. Merci toute l'équipe, vous avez fait vraiment un travail formidable. Merci monsieur le président du conseil d'administration d'être venu nous voir cet après-midi. Votre présence a été très appréciée de la part de vos agents. Et puis on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.